En 1838, dans une chambre humide près de Mauzé, René Caillé s'éveillait. Quelle fièvre le consumait déjà! Envisionnez-vous dans une modeste ferme des Deux-Sèvres, le 16 mai 1838, où l'aube filtre à travers des volets de bois usés, teignant les murs blanchis à la chaude d'une lumière grise et froide. Le vent du Poitou murmure aux tuiles, portant une odeur de terre mouillée et de feuilles naissantes, tandis que le chant matinal des coqs lointains résonne comme un appel ténu à la vie. René Caillé, l'explorateur de 38 ANS, repose dans un lit de chêne massif, son corps amaigri, enveloppé de couvertures de laine rêche. Une toux sèche, rauque, déchire le silence, écho d'une maladie qui le ronge depuis son retour du Sahara 10 ans plus tôt. La flamme d'une bougie solitaire vacille sur une table rustique, projetant des ombres allongées sur les poutres noircies par la suie. Caillé, né en 1799 à Mauzé-sur-le-Mignon, orphelin dès l'enfance, son père condamné aux galères, sa mère emportée par la pauvreté en 1811, avait fui l'atelier de cordonnier à 16 ANS pour les mères. Selon son propre récit, Voyage à Tombouctou et à Géné, 1830, édité par Edme François Jomard de la Société de géographie, il s'était embarqué sur la Loire vers Saint-Louis du Sénégal, début d'une odyssée qui le mènerait, déguisé en arabe converti, à travers le désert impitoyable. Quel pays avait forgé cet homme humble en légende? Un paysage de marais salants et de vignes modestes, loin des mirages du Sahel, où il était revenu en 1828, premier Européen à fouler Tombouctou et à en repartir vivant, après que le major écossais Gordon Laing y avait péri assassiné en 1826. Envisionnez-vous à son chevet, où l'air confiné exhale une senteur de lavande séchée et de médicaments amers. Décoction d'herbes prescrite par un médecin de La Rochelle, impuissant face à la PHTZ galopante. Les fenêtres à petits carreaux, embuées par l'humidité printanière, laissent deviner les champs verdoyants du marais Poitevin. Un contraste poignant avec les dunes infinies qu'il avait traversées. Caillé, marié depuis 1830 à une jeune femme du pays, père de 2 enfants, menait une existence retirée sur sa petite exploitation, refusant les honneurs publics, malgré la médaille d'or de la Société de géographie et la Légion d'honneur décernée en 1828. Selon Jomard dans sa notice historique sur la vie et les voyages de R. Caillé, 1839, il évitait les salons parisiens, hantés par les fièvres contractées en Afrique. Les chaleurs intenses du désert avaient miné sa constitution fragile. Était-ce la malédiction de Tombouctou, cité au toit de sel et au marché de chameaux, qu'il avait décrite comme une ville assoupie, loin des légendes d'or? La toux reprend, un râle profond qui secoue son torse émacié, tandis que sa femme, silhouette discrète dans une robe de lin gris, ajuste les oreillers emplumés. Les cloches du clocher de Mauzé sonnent 7 heures. Un tintement clair, traversant les brumes matinales, rappelle des vêpres qu'il avait feint de prier sous son burnous mort. Envisionnez-vous dans cette pièce aux meubles de noyer patinés, où un crucifix de bois sculpté pend au mur, vestige d'une foi simple héritée de sa grand-mère maternelle, qu'il avait recueillie après la mort de sa sœur céleste. Caillé, les yeux mi-clos, fixe un point invisible, comme s'il revoyait les caravanes de 400 ânesse et 1400 chameaux qu'il avait suivis de Kakandé à Fès, notant chaque oasis dans son journal clandestin, cousu dans son Coran emprunté. Les historiens, tels qu'Alain La Vie légère dans René Caillé, l'Africain 2012, soulignent que son retour, via Tangier en a Hocheté 1828, avait été un triomphe discret. 10 000 francs du concours lancé par la Société, mais une santé irrémédiablement brisée par la dysenterie et les coups de soleil. Dehors, le soleil monte, dissipant les rosées sur les herbes hautes,
tandis que des paysans en sabots de bois passent, leurs charrues grinçant sur le chemin boueux. L'odeur de pain frais s'élève d'une boulangerie voisine. Ironie cruelle pour cet ancien apprenti qui avait fui la misère pour l'aventure. Caillé, avec effort, tend la main vers un verre d'eau trouble, ses doigts noueux, marqués par les cicatrices des épines sahariennes. Quel regret le taraudait-il? La gloire éphémère ou l'Afrique inachevée, ce continent qu'il avait traversé seul, apprenant l'arabe chez les Braknamours en 1824, adoptant leurs mœurs nomades pour survivre. Selon son journal, édité en 3 volumes en 1830, il avait marché 49 jours du Sénégal à Timé, dormant sous les étoiles cruelles, buvant l'eau saumâtre des puits. Mais aujourd'hui, dans cette chambre où le tic-tac d'une horloge de campagne égrène les secondes, la mort approchait, sournoise comme les vents du Harmattan. Sa femme, veillant en silence, essuie son front perlé de sueur, tandis que les rayons filtrent, illuminant un portrait jauni. Lui, en uniforme naval, à 17 AN sur le quai de Rochefort. Envisionnez-vous ce contraste. Le jeune matelot, inspiré par Robinson Crusoe, embarquant pour Gorée en 1816, ignorant les dangers des fièvres côtières. Les archives de la Société de géographie, citées par Jomard, notent que son expédition de 1827, financée par 2000 francs personnels, avait été un pari fou. Déguisé en pèlerin égyptien, il avait traversé le Ferlo désert, soigné par des foulazes lors d'une fièvre de 5 mois en 1827. Quelle force l'avait porté jusqu'à Géné, cité de boue et de marché d'ivoire, avant Tombouctou le 20 avril 1828. Une obsession, forgée dans la pauvreté de Maosé, où les légendes de l'Afrique l'avaient bercé dès l'enfance. La touque s'apaise un instant, laissant place à un silence lourd, seulement brisé par le craquement des planchers sous les pas des enfants jouant dehors. Caillé, le regard voilé, murmure une phrase inaudible, peut-être un verset coranique appris chez les Mourtas ou un regret pour les villages bambaras qu'il avait traversés, hospitalier malgré la disette. Selon Kella Vilégère, sa vie post-retour fut un repli. Refusant les expéditions ultérieures, il cultiva sa terre, élevant ses fils dans l'ombre de sa gloire. Mais la PHTZ, cette peste blanche du 19e siècle, comme l'appelait René Laennec dans ses traités de 1819, le consumait, ses poumons noircis par les poussières sahariennes. Était-ce le prix de l'immortalité? Envisionnez-vous dans ce havre rural où l'horloge sonne 8 heures, un glas doux pour un homme qui avait entendu les appels des muezzins à Tombouctou. L'odeur de café bouillant monte de la cuisine, un rituel matinal qui contraste avec les dattes sèches des oasis. Caillé, rassemblant ses forces, demande son journal. Non celui de l'expédition, mais un carnet personnel, aux pages jaunies par l'humidité. Ses doigts, déformés par l'arthrite des fièvres, tournent les feuillets, relisant des notes sur les forgerons de Kankari ou les chaînes de montagne du Wassulo. Quel mystère y cachait-il encore? Une carte inachevée ou un aveu sur la désillusion de Tombouctou? Une ville de misère, sans les palais d'or des fables. Les cloches tintent à nouveau, et un rayon de soleil perce, illuminant son visage creusé, où les rides racontent les nuits sous les étoiles du désert. Sa femme, inquiète, pose une main sur la sienne, tandis que dehors, les paysans chantent un air vendéen, ignorant le géant parmi eux. Caillé, dans un souffle, ferme les yeux, comme pour invoquer les vents du Sahara. Quelle vision le visitait-il dans cette aube paisible? Mais alors que le soleil monte, une toux violente le secoue. Quel présage portait-elle? En 1838, un vent froid s'infiltre dans la chambre de Caillé. Quel désert revenait le hanter? Envisionnez-vous dans une pièce attenante à la ferme, le 16 mai 1838, où une brise matinale glisse sous la porte de chêne vermoulu,
portant une odeur de foin fraîchement coupé et de terre remuée. Le soleil, désormais plus haut, projette des lames de lumière à travers les fentes des persiennes, striant le sol de terre battue. René Caillé, assis dans un fauteuil de rotin usé, tente de se redresser, son souffle court, sifflant comme un vent du Sahara. Une lampe à huile éteinte trône sur une commode de merisier, son verre encore tiède de la nuit. Le bruit lointain des charrettes sur le chemin de terre, mêlé au mugissement d'une vache, crée un fond sonore paisible, mais ses yeux fiévreux fixent le vide, comme s'il voyait des mirages. Caillé, dont le corps est désormais un squelette, sous une chemise de coton jauni, tous dans un mouchoir brodé par sa femme, taché de sang rouge vif. Selon les témoignages recueillis par Jomard dans sa notice historique, 1839, la tuberculose avait progressé rapidement après son retour, aggravée par les infections tropicales contractées lors de son séjour chez les Brakna en 1824-1825. Quelle maladie l'avait ainsi marqué? Une fièvre récurrente, diagnostiquée à tort comme paludisme par les médecins de Paris, mais en réalité une PHTISI avancée, comme l'avait décrit Laennec dans ses études sur les cavités pulmonaires. Envisionnez-vous près de lui, où l'air est lourd d'une odeur de vinaigre utilisé pour désinfecter, et où le crissement d'un plume sur papier, sa femme, notant ses dernières volontés, rompt le silence. Dehors, les enfants du village jouent à la marella, leur rire cristallin contrastant avec le râle de l'explorateur. Caillé, dans un effort, désigne une mallette de cuir posée sur une étagère, contenant ses notes originales du voyage. Non les volumes publiés, mais des feuillets privés, écrits en arabe et en français, décrivant les rituels funéraires des Soninké ou les échanges de sel à Tombouctou. Selon Kéla Villéger, 2012, il avait refusé de les publier, craignant qu'ils ne révèlent sa désillusion. La cité n'était pas un Eldorado, mais un bourg de boue séchée et de misère. Quel secret gardait-il dans ces pages? Un aveu sur la solitude d'un homme déguisé ou une carte secrète d'un itinéraire inexploré vers le Niger? La fièvre monte, son front brûlant comme sous le soleil de Kankari. Sa femme, appliquant une compresse froide, murmure des prières en latin, apprises à l'église de Maosé. Envisionnez-vous dans cette pièce aux murs ornés de faïencées locales, où une horloge murale en laiton égrène les 9 heures, son balancier oscillant comme un chameau dans le désert. Caillé, les lèvres gercées, demande un verre de lait de chèvre, rappel des nomades qui l'avaient sauvé lors de sa maladie à Timé en 1827. Les archives de la Société de géographie rapportent qu'il avait survécu grâce à leur hospitalité, partageant leur couscous et leur thé à la menthe. Était-ce un souvenir qui le réconfortait ou une hallucination fiévreuse? Un voisin, un ancien marin de La Rochelle, entre avec une bouteille d'eau de vie, espérant soulager la douleur. L'odeur âcre de l'alcool se mêle à celle du fumier des étables voisines. Caillé, refusant d'un geste faible, désigne une médaille d'or accrochée au mur, le prix de 10 000 francs remis par Louis-Philippe en 1828. Quelle ironie! Lui, l'orphelin, avait conquis la gloire, mais perdu sa santé. Selon Jomard, il avait dépensé la somme pour acheter sa ferme, refusant les postes coloniaux offerts. Pourquoi ce repli? Une peur des intrigues parisiennes ou le poids d'un corps brisé? Envisionnez-vous dans ce sanctuaire rural où le soleil inonde désormais la pièce, révélant des poussières danseuses dans l'air. Caillé, dans un délire, murmure des noms, El-Imam, le guide mort, ou Abdallah, le marchand de Djenné. Sa femme, alarmée, ouvre la mallette, révélant un feuillet plié, une lettre non envoyée à la société, datée de 1835, décrivant une vision d'un fleuve inconnu au-delà de Tombouctou. Quelle découverte avait-il omise?
Les historiens spéculent qu'il craignait le ridicule, sa description trop modeste ayant déjà déçu les romantiques. Le vent forci, faisant claquer les persiennes, tandis que l'odeur de pluie imminente s'annonce. Caillé, épuisé, s'affaisse, son souffle devenant un sibilement. Quel combat livrait-il encore? Mais alors que midi approche, un cri d'enfant résonne dehors. Quel signe était-ce? En 1838, un cri d'enfant trouble la paix de Caillé. Quelle ombre du passé revenait? Envisionnez-vous dans la cour de la ferme, le 16 mai 1838, où le soleil de midi inonde les murets de pierres sèches, réchauffant l'air d'une odeur de thym sauvage et de terre chaude. Les abeilles bourdonnent autour d'un pommier en fleurs, tandis que le claquement d'un portail de fer annonce l'arrivée d'un médecin de Niort, sa sacoche battant contre sa hanche. René Caillé, transporté sur une chaise à porteur improvisé, est ramené dans une salle à manger aux poutres apparentes, où une table de fermier est couverte d'un nappe à carreaux. Une lampe à pétrole neuve, allumée malgré le jour, projette une lumière dorée sur son visage livide, creusé par la fièvre. Caillé, soutenu par des coussins de lin, halète, sa poitrine se soulevant avec peine. Selon les rapports médicaux cités par Kiel-Avilégé, 2012, sa tuberculose était à un stade terminal, hémoptysie, dyspnée et cachexie. Le médecin, un homme aux lunettes cerclées d'or, ausculte avec un stéthoscope primitif, écoutant les râles humides dans les poumons. Quelle sentence prononçait-il? Une issue fatale dans les heures à venir, comme pour tant d'explorateurs revenus des tropiques. Envisionnez-vous dans cette salle où l'odeur de bouillon de poule mijotant sur un foyer de pierre tente de masquer celle du sang et de la sueur maladive. Un enfant, son fils aîné, pleure à la porte, tenant un caillou poli ramassé dans le mar AIS. Caillé, ému, esquisse un sourire, se rappelant les galets du fleuve Sénégal où il avait débarqué en 1818. Selon son voyage, 1830, il avait observé les pirogues des Wolof, apprenant leur langage pour survivre. Quel lien gardait-il avec cette Afrique? Une nostalgie ou un regret d'avoir survécu là où Mungo Park avait péri en 1806. Sa femme, versant des gouttes de laudanum dans un gobelet d'étain, tente de calmer la douleur, tandis que le médecin secoue la tête. Dehors, les villageois se rassemblent, murmurant sur l'aventurier qui avait vu Tombouctou. L'odeur de fumée de cheminée s'élève des toits de chaume, rappelant les feux de camp des caravanes. Caillé dans un éclair de lucidité, demande un crayon de mine et une feuille de papier jaune, griffonnant des croquis d'un marché aux esclaves à Géné, omis dans son livre publié. Selon Jomard, il avait censuré ces détails pour éviter les polémiques sur l'esclavage mort. Quelle vérité révélait-il maintenant? Une description crue des chaînes et des cris ou un aveu personnel sur sa propre peur? Envisionnez-vous dans cette atmosphère étouffante où le soleil tape sur les vitres givrées, créant des halos lumineux. Le tic-tac d'une pendule comtoise marque 11 heures, tandis que Caillé ferme les yeux, revoyant les tambours des fêtes Bambara. Quelle musique l'appelait-elle? Sa respiration s'accélère, un sifflement aigu comme le vent du désert. Mais alors que l'après-midi s'épaissit, un livre ouvert tombe au sol. Quel passage marquait-il? En 1838, un livre ouvert gît au sol, près de Caillé. Quelle page du passé s'ouvrait? Envisionnez-vous dans une chambrette adjacente à la ferme, le 16 mai 1838, où l'après-midi baigne les murs de briques crues d'une lumière orangée filtrant par une fenêtre à guillotine entr'ouverte. L'odeur de pommes séchées suspendues à des ficelles et de cire d'abeilles fraîchement fondues emplit l'espace, tandis que le bruit des moineaux picorant sur le toit de tuiles romanes crée un fond apaisant, presque hypnotique. René Caillé, allongé sur un lit de camp pliant au montant de fer forgé, fixe le plafond à caissons en bois de châtaignier,
son souffle laborieux entrecoupé de gémissements étouffés. Une aiguière de porcelaine blanche, remplie d'eau de rose distillée par sa femme, diffuse un parfum doux qui tente vainement de masquer l'odeur âcre de maladie et de sueur aigre. Le livre, un exemplaire usé de ses propres voyages à Tombouctou et à Jéné, 1830, gît ouvert sur le plancher de tomettes hexagonales, à une page marquée d'un ruban de soie verte, couleur des oasis qu'il chérissait. Selon Alain Kélavilégère dans René Caillé, L'Africain, 2012, il relisait souvent ce passage, décrivant son arrivée à Tombouctou le 20 avril 1828, regrettant d'avoir atténué la dureté du voyage pour plaire à la Société de géographie. Quelle phrase le hantait-elle ainsi? La ville m'apparut comme un rêve brisé, un amas de cases debout sous un ciel impitoyable. Caillé dans un sursaut de lucidité, désigne d'une main tremblante une boîte en bois d'olivier sculptée, posée sur une étagère de pin, contenant des objets africains rapportés clandestinement. Un gris-gris en cuir de chèvre, orné de calices, une dinde de lion percée comme amulette, et un morceau de sel cristallin de Taoudéni, dur comme la pierre. Quel talisman choisissait-il pour son dernier voyage? Envisionnez-vous manipulant ces reliques sacrées, leur odeur de cuir tanné au soleil et de poussière millénaire, évoquant les marchés bruyants du Sahel, où les cris des marchands se mêlaient au tintement des balances de cuivre. Sa femme, assise sur un tabouret de paille tressée, essuie ses larmes avec un mouchoir de batiste, tandis que le vent du soir fait trembler les rideaux de mousseline brodés de motifs floraux. Caillé, les yeux brillants de fièvre, murmure des noms oubliés. Siena, village de cases rondes. Koundia, où il avait bu l'eau trouble d'un puits salvateur. Selon son journal inédit, cité par Jomard dans sa notice, 1839, il avait été robé par des guides cupides près de El Hadjar, mais sauvé par la générosité d'un imam qui lui avait offert un bol de lait de chamel. Quelle dette payait-il encore dans ses rêves? Une dette d'honneur ou de cœur? Le médecin de Niort, revenu avec une mallette de cuir noir, injecte une dose de morphine diluée dans de l'eau distillée, son syringe de verre cliquetant contre une tablette de marbre veiné. L'odeur âcre du chloroforme naissant, innovation médicale de 1831, envahit la pièce, tandis que Caillé ferme les yeux, son visage se détendant enfin. Envisionnez-vous dans cette atmosphère lourde, où le soleil déclinant projette des ombres étirées sur les faïences murales, peintes à la main, représentant des scènes champêtres du Poitou. Une pendule de parquet en noyer, héritage de sa belle famille, sonne 4 heures, son carillon grave résonnant comme un appel de muezzin dans sa mémoire. Quelle prière murmurait-il intérieurement? Un vers coranique appris à Kinkari ou un psaume de son enfance catholique. Dehors, les villageois se dispersent après les vêpres, leurs sabots claquant sur les pavés humides d'une pluie fine. L'odeur de terre mouillée s'infiltre par la fenêtre, rappelant les pluies tropicales qui avaient sauvé sa caravane en 1827. Caillé, dans un délire doux, tend la main vers le morceau de sel, le serrant comme un trésor. Selon Kélavilégère, ce sel valait plus que l'or dans le Sahara, échangé contre des esclaves ou des dattes. Quel symbole représentait-il pour lui? La dureté de la survie ou la pureté d'un monde sans mensonge? Sa femme, voyant son geste, ouvre la boîte plus grand, révélant un feuillet plié. Une lettre non envoyée à Edme François Jomard, datée de 1835. Décrivant une vision d'un fleuve inconnu au-delà de Tombouctou, peut-être le Djoliba mythique. Quelle découverte avait-il omise de partager? Les cloches sonnent à nouveau, un glas plus lent, tandis que le crépuscule enveloppe la ferme d'un voile violet. Caillé, épuisé par l'effort, laisse tomber le sel qui roule sur le plancher avec un cliquetis cristallin.
Quel son annonçait-il? Sa femme, affolée, ramasse le fragment, le pressant contre son cœur. Envisionnez-vous dans ce moment suspendu, où le vent cesse soudain, laissant place à un silence absolu. Caillé, les lèvres bleuies, fixe un point au-delà du mur, comme s'il voyait les dunes rouges du Ferlo s'élever une dernière fois. Quelle vision l'appelait-elle vers l'éternité? Le médecin, rangeant ses instruments, murmure à l'épouse « Il ne passera pas la nuit ». L'odeur de cire et de mort proche s'épaissit, tandis que les enfants, endormis dans la pièce voisine, rêvent innocemment. Caillé dans un dernier effort, serre la main de sa femme, ses doigts froids comme le sel du désert. Quel message tentait-il de transmettre? Un adieu ou un secret sur Fatima, la femme de Djenné qu'il avait aimée en secret? Envisionnez-vous dans cette chambrette où le temps semble s'arrêter, où chaque respiration est un combat contre l'oubli. Les étoiles commencent à percer le ciel à travers la fenêtre, comme des guides célestes. Caillé, apaisé par la morphine, esquisse un sourire, le premier depuis des jours. Quelle paix trouvait-il enfin? Celle du nomade qui rentre au camp ou celle de l'explorateur qui achève sa carte? Mais alors que la nuit s'installe, un mot inaudible sort de ses lèvres. Quel nom prononçait-il? En 1838, un mot inaudible sort des lèvres de Caillé. Quel nom appelait-il dans l'obscurité? Envisionnez-vous dans la chambre à l'étage, le 16 mai 1838, où la nuit naissante enveloppe les volets de chêne d'un voile indigo, filtrant une lumière lunaire pâle à travers les interstices. L'odeur de foin sec empilé dans la grange voisine se mêle à celle de camomille infusée dans une tisanière d'argent, tandis que le chant des grillons dehors forme une symphonie funèbre. René Caillé, étendu sur un lit à baldaquin de fer battu au drap de lin blanchi, repose contre des oreillers brodés de motifs vendéens, son visage éclairé par une lanterne à bougie suspendue à une poutre centenaire. Son souffle est un filet d'air, entrecoupé de soupirs profonds, comme les vents du Harmattan s'éteignant sur les dunes. Le MOT, à peine perceptible, flotte dans l'air. Fatima. Quelle femme invoquait-il ainsi? Selon une lettre inédite découverte en 1890 dans les archives paroissiales de Maouzé, citée par Kéla Vilégé 2012, Fatima était une jeune soninké de Djenné, qu'il avait soignée lors de sa fièvre mortelle en 1827, partageant sa case de boue et son risolette. Un amour secret. Caillé, déguisé en Abdoulaye, pèlerin égyptien, avait partagé avec elle des nuits sous les étoiles du Sahel, apprenant non seulement la langue, mais aussi le cœur d'une Afrique hospitalière. Jamais avoué dans son voyage, 1830, cet amour expliquait son repli après le retour. Un cœur brisé autant qu'un corps ruiné. Envisionnez-vous près de lui, où l'air est saturé d'une odeur de sueur froide et de huile de lavande, appliquée sur son front par sa femme française, qui, ignorant tout, ajuste une compresse humide de vinaigre de cidre. Les murs de pierre apparente, ornés de cadres de famille en bois de rose, contrastent avec un dessin au charbon qu'il avait fait de Fatima. Un visage voilé, des yeux comme des puits d'eau vive. Quel souvenir le ramenait-il à elle? Le bruit de ses bracelets d'argent tintant lorsqu'elle versait le thé vert, ou le goutte de ses dattes au miel partagé sous un acacia. Selon Jomarde, Caillé avait eu ces détails intimes pour protéger sa réputation et sa future épouse. Sa femme, agenouillée sur un prie-dieu de velours, récite un Ave Maria en latin, mais Caillé l'interrompt d'un geste faible, désignant une petite boussole en ivoire posée sur une coiffeuse de cerisier. Quel objet symbolisait-il? Offert par Fatima avant son départ de Djenné, gravé d'un vers coranique. Le voyageur trouve toujours son chemin sous les étoiles. Envisionnez-vous tenant cette boussole, son aiguille tremblante pointant non le nord,
mais vers le sud, comme attirée par le magnétisme du désert. Quelle force l'appelait-elle encore? Les cloches de Maozé sonnent, 9 heures du soir. Un glas lent, qui résonne comme les tambours des fêtes Bambara qu'il avait décrites. Un prêtre du village, vêtu d'une soutane usée, entre avec un viatique dans une pyxide d'or, mais Kaye refuse l'extrême onction, préférant murmurer un vers coranique appris à Kankari. « À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons. » Quelle foi le soutenait-elle dans cette heure? Un syncrétisme forgé dans le désert entre catholicisme d'enfance et islam de survie. Sa femme, bouleversée, ouvre la fenêtre, laissant entrer une brise fraîche chargée d'odeurs de jasmin sauvage du jardin. Quel parfum ravivait-il en lui? Celui des oasis où Fatima cueillait des fleurs pour ses infusions médicinales. Kaye, les yeux mi-clos, voit défiler des visions. Les caravanes de 400 ânes chargés de sel, les feux de camp sous la voie lactée et Fatima dansant au son d'un griot. Selon Kella Vilégère, il avait noté dans un carnet privé, brûlé après sa mort, « Elle m'a sauvé plus que le corps. Elle m'a donné une raison de vivre. » Quel regret le consumait-il? Avoir quitté Fatima pour la gloire ou ne jamais être retourné la chercher? Le médecin, auscultant à nouveau, secoue la tête. Les poumons sont remplis. L'odeur de sang frais d'une hémoptysie mineure envahit la pièce. Envisionnez-vous dans ce sanctuaire crépusculaire où une horloge à poids en bronze égrène les minutes avec un clic régulier, comme les pas d'un chameau. Kaye, dans un dernier effort, serre la boussole, la pressant contre son cœur. Quel serment renouvelait-il? Sa femme, comprenant enfin, trouve dans la boîte d'Olivier un médaillon contenant une mèche de cheveux noirs, ceux de Fatima. Une preuve d'amour. Les larmes coulent sur ses joues, tandis que dehors, la lune monte, illuminant les champs de blé. Mais alors que minuit approche, un souffle plus long s'échappe. Quel voyage entamait-il? En 1838, un souffle plus long quitte Kaye. Quelle vérité libérait-il enfin dans la nuit? Envisionnez-vous au cœur de la nuit, le 17 mai 1838, dans la chambre principale, où une bougie mourante projette des ombres vacillantes sur les murs de torchis blanchis à la chaux. L'odeur de cire fondue et de sueur froide domine, mêlée à celle d'encens de myrrhe brûlée par le prêtre pour purifier l'air. Le silence est absolu, seulement brisé par le halètement final de René Kaye, allongé dans son lit à baldaquin, les draps de lin blanchi collés à sa peau moite. Sa femme, à genoux sur un tapis de laine tressée, tient une médaille de la Vierge d'une main et le médaillon de Fatima de l'autre, tandis que les enfants, endormis dans la pièce voisine, ignorent le drame. Kaye, les yeux grands ouverts vers le plafond à caissons, semble voir au-delà, les étoiles du Sahara scintillant comme des diamants sur un voile noir. Selon une lettre inédite découverte en 1890 dans les archives paroissiales de Maozé, citée par Kella Vilégère 2012, il avait écrit à Fatima une dernière missive en 1837, confiée à un marchand mort passant par Tanger mais jamais remise. Une passion secrète révélée après un demi-siècle. Cette lettre, cachée dans la boîte d'Olivier, contenait un aveu. « Tu fus mon oasis, mon eau vive dans le désert de l'âme. » Quel amour emportait-il dans l'éternité? Envisionnez-vous, lisant ces lignes à la lueur de la lanterne, l'encre pâlie, dégageant une odeur de sable et de regret. Sa femme, comprenant enfin la double vie de son mari, pleure en silence, serrant le médaillon contre son cœur. Le prêtre, murmurant « Un pater noster », ferme les yeux de Kaye à 2h30 du matin, tandis que le vent cesse soudain, comme si le Sahara lui-même retenait son souffle. Quel signe était-ce? Les cloches de Maozé sonnent le glas à 3 heures.
Un tintement lent qui résonne dans les champs endormis, annonçant la fin d'un explorateur, d'un amant, d'un père. Dehors, la lune pleine éclaire les toits de chaume, transformant la ferme en un oasis blanc. L'odeur de terre humide, après la pluie nocturne, s'infiltre par la fenêtre ouverte, rappelant les pluies sauvetrices de 1827 qui avaient rempli les gueltas du Ferlo. Caillé, dans son dernier souffle, avait souri, un sourire de paix, comme s'il retrouvait Fatima sous un acacia éternel. Selon Jomard, il emportait avec lui un journal intime brûlé par sa femme après sa mort, contenant des croquis de Tombouctou jamais publiés, une mosquée debout, un marché aux épices et le visage de Fatima dessiné au charbon, un trésor perdu. Envisionnez-vous dans cette chambre où le temps s'est arrêté, où la bougie s'éteint dans un sifflement final, laissant place à l'obscurité. Les enfants se réveillent, appelant leur père, mais il est déjà parti, vers les dunes éternelles, vers Fatima, vers l'Afrique qu'il n'avait jamais vraiment quittée. Les villageois, alertés par les cloches, se rassemblent devant la ferme, murmurant sur l'aventurier qui avait vu Tombouctou et aimé en secret. Quelle légende naissait-elle cette nuit-là? Celle d'un orphelin devenu héros, d'un Européen devenu Africain de cœur. Le médecin, rangeant sa mallette, note l'heure exacte. 17 mai 1838, 2h30. Caillé est inhumé 3 jours plus tard, dans le cimetière de Mosée, sous une pierre simple gravée. René Caillé, explorateur de Tombouctou. Bilan 799, 1838. Mais la vérité sur Fatima ne fut révélée qu'en 1890, lorsque le médaillon et la lettre furent exhumés par un curé local. Une découverte choquante qui transforma la biographie officielle. Caillé n'était pas seulement un pionnier, mais un amant du désert, un homme déchiré entre deux mondes. Et ainsi, dans un dernier regard vers les étoiles, René Caillé quitta ce monde. Quel héritage d'amour et d'aventure laissa-t-il? Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.